j'ai testé et je me suis pris au jeu là-dedans. Et au fur et à mesure que j'ai développé ça, j'ai compris très très vite le gain de temps que je pouvais avoir. Passer 4 heures ou passer 8 heures à développer moi-même mon outil qui me permette d'économiser entre 4 et 6 heures pour chaque offre, en 2 offres, c'était rentabilisé en termes de temps. Donc ça, c'est une vision, c'est sûr. On peut avoir le nez dans le guidon, comme on dit, pour son business. Mais en tout cas, pour ma part, les gains étaient extrêmement rapides, extrêmement évidents, de clarté et puis de source d'erreur aussi. Bonjour Vincent. Hello. Ça me fait très plaisir que tu viennes discuter on va dire, par rapport aux nouvelles technologies. Je vais prendre ça assez large. Donc, ce qui est intéressant, donc toi, tu es plutôt dans le côté architecture. Je n'ai pas encore reçu seulement un architecte ou quelqu'un qui a un bureau vraiment de conception. Donc, on a beaucoup vu les outils, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible de faire un peu. Mais donc, concrètement, un peu dans le terrain, c'est ça qui va être intéressant de voir quelle est ta réalité, quel est un peu le futur, d'où tu es parti, puis comme ça peut peut-être donner aussi des idées à d'autres personnes, à d'autres bureaux. Donc peut-être je te laisse te présenter un peu, comme ça on voit un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais actuellement. Volontiers, merci de l'invitation déjà, c'est un sujet qui est passionnant et puis je me réjouis d'en discuter. Donc moi effectivement j'ai fondé le bureau Vibe Architect il y a quelques années maintenant, 8 ans, et puis on est parti d'une petite équipe, on a commencé à 2 et on est une petite dizaine maintenant en opérationnel, architecte, direction de travaux, et puis on fait pas mal de planification jusqu'à l'obtention des permis de construire, et puis ensuite on fait un suivi de chantier aussi, ce qui nous donne une vision générale du métier, et une pratique générale du métier. Et puis voilà, on a développé cette affaire-là, on a un bureau à Bussigny. Donc peut-être par rapport à l'IA, on va commencer directement dans le sujet. Donc quel était un peu ton déclic, à quel moment au niveau professionnel, tu t'es dit, OK, ça peut être un outil qui peut être intéressant pour nous et pas que ce soit un simple gadget. Est-ce que c'était un moment clé ou quelque chose qui t'a dit que... Alors, comme tout le monde, j'en ai entendu parler. Comme tout le monde, j'ai commencé par me faire un compte sur ChatGPT et puis lui poser des questions qui devenaient de plus en plus pertinentes. Et puis, un des gros déclics qu'il y a eu, c'est en fin d'année passée, donc c'est tout récent pour moi, où je suis allé, un ami très impliqué dans le domaine m'a invité à une conférence d'automation plutôt, de make.com. Et on est allé là-bas, et puis en discutant et en voyant ce qu'ils pouvaient en faire, ils intégraient des choses avec le vibe coding. Et puis en discutant sur le trajet du retour, depuis Munich, on a eu le temps, je me suis dit, OK, il faut tester ça, il faut aller dedans, parce qu'on entend parler de ce code, on entend parler de différentes solutions qui sont possibles, et puis je vais tester pour voir, quoi. Le pourvoir, c'est bien concrétisé, parce que j'ai très vite trouvé, en fait, des possibilités de créer un outil métier qui était hyper pertinent par rapport aux bases de données qu'on avait déjà. Ce qui est important dans la démarche, c'est qu'en fait, toutes les données, je les avais déjà. J'ai toujours monitoré. Quand on était 2, on avait un petit tableau Excel avec nos 3 affaires et on savait d'où elles venaient. Quand on a été 3 ou 4, on a commencé à faire des bases de données croisées en ligne. Et du coup, toute cette base de données-là était déjà solide. Donc, les processus, les bases de données étaient déjà là. Ce qui a changé les possibilités, c'est les technologies qui sont arrivées en fin d'année passée. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai des découvertes, en tout cas, de vibe coding. D'abord Lovable, puis Claude Code, qui sont juste extraordinaires. Parce que j'ai toujours été assez curieux pour l'informatique. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que depuis la base, tu as toujours été curieux? Est-ce que tu as essayé plein d'outils? C'est quoi un peu aussi Alors si on part historiquement, j'étais celui de la classe qui faisait les choses sur l'ordinateur. Après, j'étais celui de la société dans laquelle je suis qui fait le site internet. Après, voilà, j'ai toujours été assez intéressé, impliqué par ces technologies-là. Et puis du coup curieux, mais pas formé. Je sais toujours pas coder. J'ai fait un petit peu de PHP, un peu de bricolage comme ça. On a fait du HTML, MySQL et puis des bribes de ça, mais clairement pas suffisant pour ce qu'il faudrait faire pour faire un outil métier. Et donc le déclic pour ça, c'est le moment où j'ai testé et compris que ces outils-là étaient performants. Concrètement, j'ai commencé le 22 décembre l'année passée. J'avais peur de m'ennuyer pendant les vacances de Noël. C'est bon, j'avais bouclé les dossiers de fin d'année. Et puis j'ai commencé à tester ces outils-là.
Et j'y ai passé quelques soirées où je me suis dit, ah mince, l'étoile de Noël qui s'éteint à 1h du matin est déjà éteinte, il va falloir que j'aille au lit. Donc fabuleux, un déclic fabuleux là-dedans en me disant en fait toutes ces frustrations que j'avais d'avoir ces datas et de pas pouvoir ou pas savoir ou pas vouloir mettre les moyens techniques pour coder ça en dur. Ils se sont envolés là-dessus et puis ça a rendu les choses possibles. Donc le déclic est là. Et après, j'ai fait pierre après pierre le différent édifice auquel je suis maintenant, qui devient relativement complet, qui est en éternel chantier, mais on l'a lancé très très vite en opérationnel avec l'équipe. J'ai commencé ça le 22 décembre, j'ai codé devant la cheminée au chalet, et puis le 5 janvier, j'ai lancé la première version à l'équipe, où j'ai eu des retours très rapides. Donc j'ai eu cette stratégie de développer l'outil métier en ayant l'implication de l'équipe dessus qui l'a très bien accueilli. Et justement, c'est ça, c'était quoi un peu ta vision par rapport à ces outils, par rapport à l'IA pour l'intégration dans le monde professionnel, on va dire, vraiment, c'est quoi? C'est pour gagner du temps, c'est pour avoir une meilleure vision, c'est quoi un peu la logique derrière? À quoi, en fait, tu visais comme but, on va dire, professionnel, d'intégrer de l'IA, des technologies, c'est quoi le gain que tu recherchais principalement? Concrètement, on cherche tous un gain de temps et d'efficacité, et puis on a un métier, on a énormément de choses en tête, donc on est tout le temps en train de les noter partout, etc. Et puis ce suivi-là, ces bases de données, les premiers éléments que j'ai faits, c'était pour pouvoir suivre ces informations-là. Donc de pouvoir avoir les affaires en cours, la vision des affaires en cours, où elle en est, quel est le taux de conversion des clients, où j'en suis avec cette offre, est-ce que cette offre a été envoyée, est-ce qu'elle a été reçue, où on en est là-dedans, parce que quand tu as une dizaine, quinzaine, vingtaine, quarantaine d'affaires en cours, ça devient difficile à gérer. Et l'IA là-dessus, au fait, ne fait pas grand-chose. L'IA, on parle d'automation, de base de données et de lecture. Par contre, que l'IA a fait énormément là-dedans, elle a créé l'outil. Ça m'a permis de coder l'outil qui permet de faire ça. Donc, la première stratégie, c'était effectivement de pouvoir gérer ça et pouvoir faire ma lecture de ma base de données parfaite. Et ensuite, je l'ai intégré à d'autres niveaux. On peut parler des différents outils maintenant pour analyser des règlements, pour analyser des parcelles ou des choses comme ça. On est en train de développer là-dessus. L'IA est encore, elle devient de plus en plus performante, mais on n'est pas encore complètement à 100% là-dessus. Je fais des petites battles à l'interne entre les humains et l'IA. Heureusement, l'humain est encore plus performant, mais l'IA est beaucoup plus rapide. Et puis quand on commence maintenant à cumuler les deux, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une première version par l'IA pour les analyses, et l'humain vient derrière valider avec un œil expert tout ça. Et du coup, on passe de si un truc qu'on faisait en 2 jours, on va peut-être pouvoir le faire en quelques heures rapidement, ou donner une réponse très rapide à des partenaires, par exemple. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en gros, les outils actuels qui existent n'ont pas vraiment convaincu, parce qu'il existe pas mal d'outils de facturation, de suivi de chantier, de choses comme ça. Donc, il n'y a rien actuellement qui te convenait. C'est un peu pour ça que tu es parti, ou bien c'est vraiment dans une autre vision par rapport aux outils qui sont existants? Le principal point, je vais peut-être répondre principalement juste pour la facturation et les offres. J'ai effectivement exploré différentes boîtes qui sont venues nous présenter leur logiciel, y compris des boîtes spécifiques pour les contrats de mandat comme les nôtres. Parce qu'on a des gestions d'acompte, on a des gestions c'est un petit monde assez particulier, le contrat de mandat. Et en fait, j'ai toujours buté sur le fait de ne pas arriver à faire la facture ou l'offre sous la forme que je le voulais. C'est-à-dire que oui, leur logiciel était très complet, peut-être trop, mais ils le doivent pour répondre à tous les segments du marché. Le gros avantage en faisant son propre outil, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse, quoi. J'ai besoin l'outil fait ce que j'ai besoin, et c'est tout. Et ça, c'est génial, parce que du coup, on est focus sur ce qu'on fait. Et ces outils-là, non seulement ne me permettaient pas d'avoir cette flexibilité-là, je leur l'ai demandé. J'ai dit à 2 entreprises, si vos offres, vous me les présentez de cette forme-là, je leur ai envoyé le PDF de ce que je voulais. On va regarder avec les développements, je vais regarder avec le code, avec l'équipe de code, je vais regarder avec tout ça, avec le commercial, avec tout ce qu'on veut. Et j'ai jamais eu de retour. Donc quand ils me relançaient, bonjour, vous avez pu vous positionner par rapport à notre produit? Non, parce que j'attends toujours cette solution-là. Et là, du coup, ça nous a permis
On était bloqué sur Excel parce qu'on voulait justement des offres en une seule page, avec le discours qu'on a eu. Personnalisé, en fait, c'est ça qui te manquait, le côté vraiment... Surtout synthétique, parce qu'il allait avec le discours qu'on a avec les propriétaires avant, avec les partenaires avant. On va discuter de ces différentes phases, on va discuter de tous ces éléments-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se discutent avant, on leur explique. Puis à la fin, il y a besoin juste d'une page pour résumer l'offre monétaire. Après, il y a une page pour se présenter, et puis le descriptif de ce qu'on va y faire. Ouais. Mais concrètement, j'avais besoin et envie pour ça d'avoir une seule page et que je la fasse à ma sauce. Ça m'a pris quelques jours à faire avec l'IA pour qu'elle soit parfaite et puis liée à toutes les offres qu'on a automatisées derrière. Et maintenant, je la fais exactement comme je veux. Et j'ai des très bons retours des clients qui la trouvent très claire. Donc, c'est là-dessus que j'ai buté. Ok, ouais. Et puis, si on revient un peu sur, pas l'histoire, mais aussi le présent et le passé, comment tu vois un peu globalement le marché ou bien, on va dire, les bureaux d'architectes, d'ingénieurs ou autres qui se placent par rapport à l'IA? Est-ce que tu vois que tes collègues ou autres prennent aussi le pas, ou est-ce que tu vois qu'il y a une grosse différence entre les petits bureaux, les grands bureaux? Enfin, comment tu vois en fait? Est-ce que tu arrives à avoir cette perception? J'ai pas une vision globale des différents bureaux. J'analyse assez peu mes concurrents. J'ai assez à faire avec nos clients. Heureusement, c'est chouette. Mais ce que j'observe, c'est que quand on en parle, ils sont tous très intéressés, très curieux. Et du coup, ça donne l'impression qu'ils ne sont pas encore impliqués là-dedans. Alors, je n'ai pas une vision évidemment globale de tous les bureaux. J'imagine que je ne suis pas le seul à le faire. J'espère que je ne suis pas le seul à le faire vu ce que ça nous apporte. Et puis maintenant, est-ce qu'une petite boîte a plus d'avantages qu'une plus grande? Ça, je ne saurais pas me positionner là-dessus. J'ai pas le recul nécessaire là-dessus. Par contre, ce que j'observe, c'est que quand on en discute avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres partenaires, je sais que t'as pas le temps, mais il faut qu'on puisse faire pareil parce que c'est extrêmement clair, c'est extrêmement incroyable. Enfin, c'est incroyable que tu aies pu faire ça aussi vite. Et puis, on n'a pas parlé de budget, mais enfin, le budget de développement là-dessus, les crédits que j'ai mis là-dessus, enfin, c'est l'étude de faisabilité. Si on fait développer ça par une équipe de développement, quoi, c'est hallucinant. C'est même pas. Ouais. Ça, c'est clair. Mais du coup, est-ce que c'est aussi une question de temps de dire, il y en a qui sont un peu dans le rush de j'ai pas le temps de m'intéresser à ces outils ou de les intégrer. Et puis, il y a c'est super ces outils, mais en fait, j'ai pas le temps pour faire ça. Et puis du coup, ils prennent pas le train. Enfin, je sais pas à quel moment il faut se dire, j'ai pas le temps non plus. Tu vois, ouais. J'ai pas le temps non plus. Par contre, j'ai testé et je me suis pris au jeu là-dedans. Et au fur et à mesure que j'ai développé ça, j'ai compris très très vite le gain de temps que je pouvais avoir. Passer 4 heures ou passer 8 heures à développer moi-même mon outil qui me permet d'économiser entre 4 et 6 heures pour chaque offre, en 2 offres, c'était rentabilisé en termes de temps. Donc ça, c'est une vision, c'est sûr. On peut avoir le nez dans le guidon, comme on dit, pour son business. Mais en tout cas, pour ma part, les gains étaient extrêmement rapides, extrêmement évidents, de clarté et puis de source d'erreur aussi. Quand on bricole ces tableaux, quand on fait quelque chose, déjà c'est difficile pour un collègue de le reprendre s'il faut le reprendre. Là, ça nous a permis de normaliser, standardiser, optimiser ce qu'on a mis en place en finalement quelques heures. C'est ça qui est bluffant pour la structure de base. Après, on peut aller loin dans le détail et puis compliqué, mais c'est pas forcément utile. Et là-dessus, du coup, honnêtement, le retour sur investissement, d'implication horaire personnelle, parce que quand je parle même pas d'argent, j'ai payé personne pour le faire, j'ai juste payé des crédits pour coder ça, qui sont ridicules par rapport à ce que ça nous apporte. Et ça, c'est fou, quoi. Et puis tu verrais aller jusque où en termes de développement d'outils, d'intégration IA? Est-ce que c'est, on va dire, localisé à certaines tâches assez spécifiques où l'idée, c'est de dire, OK, tout ce qu'on peut faire avec de l'IA ou des technologies, automation, etc., on essaye de le mettre. C'est quoi un peu la limite? Je vais la trouver. Parce que pour l'instant, toutes les choses que j'ai essayé de mettre en place, qu'on voulait mettre en place, j'ai pu les automatiser, les programmer, les faire comme on le voulait. J'ai pas encore buté sur un point. Je me suis dit, voilà, OK, là, on n'est pas encore prêt. On peut parler des analyses de règlement qui sont quand même un sujet à part. Parce que c'est extrêmement pointu, extrêmement engagé derrière, une expertise. Et puis, si on a un mauvais conseil à quelqu'un, c'est compliqué. Donc ça, on est très prudent. On est très prudent sur tout, mais surtout sur ces éléments-là, parce qu'on ne peut pas se permettre le moindre écart. S'il y a une petite erreur dans une offre, les clients vont le voir, et puis on en discute, on corrige, c'est pas un problème. Si on leur dit OK pour acheter une parcelle et qu'elle est fausse, c'est compliqué. Et pour revenir à la question,
J'ai exploré pas mal de thématiques. Il y a des thématiques que j'ai pas du tout abordées encore. Par exemple, les appels d'offres. J'ai pas du tout commencé à automatiser le fait qu'on normalise les appels d'offres. On utilise nos bases actuelles et on bricole encore avec ça. Peut-être que j'automatiserai ça. La première brique, le premier élément que j'ai fait, si on va un peu dans l'historique pour voir où on met la limite ensuite, j'avais envie conceptuellement que les gens qui prennent contact avec nous sur le formulaire en ligne, ça soit en gros symboliquement eux qui tapaient leur prénom et leur nom sur la facture finale à la fin. Et l'objectif pour moi, c'était que tous nos outils soient liés pour que ceci fonctionne. Avant, j'avais un fichier à quelque part, on leur tapait un autre, on leur tapait un autre. Je pense que ça parle à beaucoup de monde, le fait de ressaisir des éléments. Et ça, on s'en a affranchi pour toute la partie offre, prise de contact, offre, création de la base de données client, suivi, génération des devis estimatifs, devis généraux, facturation pour nous. On a créé notre propre logiciel de facturation aussi, avec les acomptes, etc. Donc ça, toute cette partie-là, elle est figée. Et après, il y a un champ de potentiel monstrueux autour de tout ce qu'on fait. En créant tout ça, ça m'a mis dans le mode de... Comment dire ça ? Dans un mode où on découvre, on met le cerveau en mode « Ok, ça, je le fais, mais si je le refais, au fait, je devrais l'automatiser. » Alors, c'est assez dangereux comme jeu, parce qu'on a envie de tout automatiser. Et du coup, la limite, pour l'instant, il faut que je me la fixe à moi-même, de se dire faut pas que je parte dans ce sujet, pour pas tout explorer. Qu'est-ce qu'on a... J'ai pas vraiment de... Et on a encore des choses qu'on aimerait réaliser dans la première phase, mais on s'est pas fixé, ok, on va faire ça dans tel ordre. D'un coup, on bute sur quelque chose, et puis on expérimente, et on teste là-dedans, et puis on le met en place, on valide des choses qu'on a déjà abandonnées de ce qu'on a mis en place, où on a exploré, ok, on a mis les bases, et puis ça prenait pas plus. Pour le futur, on va continuer déjà à consolider cette conception-là, et puis on verra où ça nous mène. Mais je sais pas où est la limite, on verra. Ouais. Et c'est quoi un peu ton processus de création un peu des outils ? Parce que quand on t'écoute, ça peut faire peur. Enfin, on peut se dire, je sais pas coder, je n'ai aucune idée, et du coup, c'est réservé aux personnes, si j'ose dire geeks, qui sont hyper dans le domaine, et du coup, en fait, moi j'ai un bureau d'archi, je vois pas par quoi commencer, c'est beaucoup trop complexe, et du coup, effectivement, je laisse ça de côté. C'est quoi un peu ton processus ? Est-ce que tu t'es formé ? Est-ce que dès que tu as une idée, c'est quoi ? Est-ce que tu testes ? C'est quoi un peu la chose qui fait que... Est-ce que tout le monde peut le faire, ou tu te dis quand même, ouais, il y a quand même certaines choses qu'il faut connaître, ou bien tu penses que tout à chacun est un peu... Tout le monde peut le faire, je pense oui et non. Il faut quand même une vision logique, globale de comment va se fournir l'outil. On ne peut pas juste te dire fais-moi un logiciel de facturation pour un bureau d'architecte. Enfin, il va le faire, mais il y a quand même plein de spécificités qui sont dedans. Donc il faut un peu une vision critique en même temps qu'on fait l'outil et puis qu'on sache où on va. La partie code, on va considérer que je ne sais pas coder. Ouais. Donc, je ne sais pas coder. Voilà. Et ça, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas peur, par contre, d'utiliser et de comprendre et d'aller chercher assez loin comment fonctionne l'outil, où partent les données, parce que c'est un sujet aussi. Quel écosystème on va utiliser, discuter avec du monde aussi en disant écoute là on me suggère de mettre ça sur telle base de données, qu'est-ce que t'en penses, d'explorer un peu tout ça dans le réseau professionnel qu'on a simplement, et puis d'aller là-dedans dans le bon sens. Pour le processus créatif, enfin pas le créatif mais le processus de création de cet outil-là, concrètement, il y a plusieurs éléments. Donc la partie de gestion des affaires et tout ça, moi j'avais déjà la structure, je savais où je voulais aller. En gros, j'ai simplement reproduit et amélioré ce qu'on avait déjà fait sur nos bases de données plus simples avant. Simplement que ça m'a donné des ailes là-dessus parce que fais-moi un tableau de synthèse des affaires par année ou je ne sais pas quoi. Là, du coup, en quelques minutes, c'est sorti, alors qu'avant, il aurait fallu faire les formules soi-même, etc. Il faut avoir en tête déjà un peu ce qu'on souhaite. C'est un peu ça la base, de dire, OK, j'ai les données, ou j'ai l'idée un peu globale de l'architecture, de ce que je veux, en fait, ce que j'attends. Et puis après, là, tu vas, par exemple, sur Lovable, puis là, tu peux faire un descriptif vraiment plus précis de ce que tu attends, en fait. Ouais, exact. Moi, j'ai pas mal structuré des choses en différentes IA aussi, entre ChatGPT et Claude, au début, pas tellement, mais ChatGPT et Lovable, en structurant un peu le processus avec ChatGPT.
financièrement plus intéressant quand il faut commencer à creuser et puis à tourner des trucs en rond dans tous les sens pour créer la base, puis après en générant un prompt pour le Webull assez précis, où du coup on va directement cibler et puis créer l'outil. Mais on revient à comment c'est créé. Concrètement, oui, j'avais une vision d'où je voulais aller pour chacun de ces outils. Certains, c'était très clair, et je voulais en venir, c'est que pour d'autres, c'était moins clair. Et je me suis dit, je vais faire un devis estimatif l'autre jour. J'ai créé l'outil en même temps que je créais le devis estimatif. C'est une belle journée, hein, bien fatigué à la fin, parce que le cerveau est à 2 endroits en même temps. Donc concrètement, j'ai généré un outil pour faire des métrés dynamiques avec toutes les informations qui peuvent se croiser et qui derrière se traduisent par des filtres qui en gros me permettent d'afficher certaines données comme je le veux dans le tableau. Et ça, je l'aurais fait de toute manière. Je l'aurais fait peut-être sur un carnet de notes ou bien sur un fichier Excel avec des bouts de formules dans tous les sens. Puis là, en parallèle, j'ai créé l'outil et le devis estimatif en 6 heures. Donc c'est une approche aussi. Soit on peut partir de ok, je vais devoir créer ça, ben on va faire les étapes en même temps que je le fais, et puis je vais créer un cas concret. Je passe énormément par la pratique, par le terrain, et puis derrière, s'il y a un truc qui va pas, comme on dirait à quelqu'un qui code, écoute, le PDF il me le faut en format horizontal plutôt qu'en format portrait parce que là tes formules on voit rien. Ça en une phrase c'est réglé, quoi. Du coup, t'as pas besoin de connaissances techniques, c'est ça qui est bien. Enfin, exact. Si quelqu'un est assez curieux dans ces outils, Lovable ou autre, qui a un peu une idée, en gros, il peut faire ça, il peut tester des choses. En fait, t'es pas obligé d'être tech. Lovable, il faut tester sur un mini projet à soi. C'est rigolo. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui a fait il déménage, cette personne, et puis elle s'est dit en fait pour les cartons, les machins, j'aimerais faire des petites étiquettes et tout. En quelques processus, elle a fait un truc qui gère les pièces dans l'ancienne maison, dans la future, et puis toutes les informations sont croisées. Ça peut partir d'une petite idée comme ça pour tester un truc super simple. Peut-être pas partir d'une gestion d'une entreprise tout de suite comme ça pour tester, ce que j'ai fait moi un peu tête baissée, mais ça c'est mon profil. Ouais. Et puis, par rapport à ça, tu vois comment un peu seulement les outils actuels qui existent, qui sont peut-être, comme tu dis, un peu plus lourds, qui sont très globaux, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de fonctionnalités, mais la plupart, en fait, c'est pas forcément intéressant pour nous. Enfin, ça dépend le secteur et autres. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à faire ce switch, à être plus personnalisable, à être plus focus par rapport aux différents bureaux, ou tu penses que c'est vrai que ces logiciels ils coûtent très cher, des fois ils sont pas forcément très fonctionnels, on voit que c'est un peu encore à l'ancienne, on voit qu'ils changent, mais comment tu as cette perception-là des outils actuels qui fait quand même un bon budget dans un bureau d'architecte ou d'ingénieur, qui au final, les licences par mois, par année, ça fait un gros budget, quoi. Et surtout qu'on les multiplie. En fait, on paye un outil ultra complet, puis on utilise le 10% ou 5%, parce qu'en fait, oui, on pourrait faire de l'analytique, de je sais pas quoi, par segment, etc. Et est-ce qu'on le fait vraiment dans chacun, petit domaine, pointu, etc. Alors pour un bureau de 150 personnes, c'est certainement pertinent. Pour des bureaux plus petits comme le nôtre, pour une dizaine de personnes, c'est pas forcément pertinent non plus. Et du coup, je leur souhaite de prendre ce tournant, parce que si moi j'ai pu le faire, j'imagine que d'autres vont pouvoir le faire. On voit naître partout sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, ou les différents forums, ou les différentes conférences qu'on peut assister, de voir que des personnes maintenant se mettent au service des entreprises pour générer ce genre d'outils métiers. Donc est-ce qu'on va continuer à utiliser ces grosses usines à gaz dans nos bureaux, dans nos plus petits bureaux? Personnellement, j'en suis pas convaincu. En sachant que la plateforme que j'ai faite là, j'ai refusé des offres à plusieurs milliers de francs par année, effectivement, de contrats qui ne répondaient pas à ce que je voulais. Et pour moins de 2 fois moins cher, j'ai créé tout l'ensemble des outils qu'on a, que je maintiens à 25 francs par mois. Ouais. C'est fou. C'est fou, ouais, c'est très clair. Et du coup, on ne paye pas de licence par personne, on paye plus de... Voilà, alors oui, j'ai des compétences et je me suis impliqué là-dedans. Il faut peut-être payer quelqu'un pour le faire si on décrète effectivement qu'on n'a pas le temps ou que la technologie nous fait peur ou comme ça. J'ai plusieurs entrepreneurs qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner là-dessus. Alors malheureusement, j'ai pas le temps parce que ça me passionnerait. Et du coup, je les ai renvoyés vers des personnes qui ont cette dynamique, cet esprit-là, d'avoir une vision sur l'entreprise et puis derrière de générer l'outil avec eux. C'est aussi possible, il y a des entreprises qui le font.
Maintenant, l'avenir de ces différents logiciels, on peut se le poser à tous les niveaux. Est-ce que les logiciels de rendu, de dessin seront encore utilisés dans quelques mois, quelques années, alors qu'on voit qu'en 2 prompts, on peut faire des images photoréalistes. Il y a quelques mois, on ne les utilisait pas parce qu'ils nous mettaient encore 3 pieds et puis 4 oreilles de chaque côté. Et puis maintenant, opérationnellement, on génère des images qu'on envoie sur des rendus de concours. Ça a évolué. Là, je parle de 6 mois d'évolution. Donc, je sais pas. L'avenir du logiciel. Est-ce qu'on va continuer à payer des logiciels de rendu comme ça? Et puis, est-ce que ça va aussi remplacer, on ne sait pas, mais peut-être de pouvoir augmenter, on va dire, la capacité de production d'un bureau sans forcément engager 3-4 personnes en plus? Est-ce que tu vois aussi cette dynamique-là de se dire, en fait, pas forcément virer des gens, mais de se dire... peut-être j'ai pas besoin d'engager quelqu'un pour faire ces tâches-là, admin ou autre, parce qu'en fait j'ai un outil qui fait ça plus vite, plus rapidement et plus juste. Est-ce que tu vois aussi ce côté-là ou pas encore? Ouais, j'en suis convaincu qu'on gagne en productivité, c'est sûr. Alors après, est-ce que ça va remplacer du monde? Je sais pas. La vision que j'ai par rapport à l'IA et aux entreprises, est-ce que l'IA va remplacer nos métiers? J'en suis pas convaincu à court terme. Par contre, est-ce que les personnes qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas? Ça, j'en suis un peu plus convaincu. Parce qu'encore une fois, s'il faut faire un devis et puis que moi je l'envoie en 2 heures, 2 heures après, parce qu'il me faut une demi-heure pour le faire, alors qu'il me fallait 6 heures pour le faire avant, j'ai déjà une longueur d'avance par rapport au bureau qu'ils ont appelé en parallèle et qui dit ils sont réactifs, c'est chouette. Et puis on va de l'avant avec ça. Pareil après pour les différentes modifications, ces éléments-là, je parlais des mètres et avant. Des dimensions qu'on doit intégrer, qui sont un peu en dynamique tout le temps. Si on refait chaque fois les calculs, on y passe un temps fou. Le fait de pouvoir en un clic régénérer le tout, on gagne inévitablement en productivité. Donc c'est pour ça qu'on le fait aussi. On aimerait tout ce qui est redondant et tout, on va essayer de gagner du temps. Donc oui, ça je pense que ça va être ça va évoluer assez vite, ça je pense. Maintenant, il y a beaucoup de travail dans notre branche actuellement, donc c'est chouette. Des coups, si on gagne en productivité, peut-être qu'on va prendre un mandat de plus finalement. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on ne devrait pas en prendre un de moins et puis aller à la plage un mercredi après-midi? Je ne sais pas, le débat est ouvert. Ouais, c'est un peu une des questions. C'est avec ce temps qui est, entre guillemets, gagné, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que justement on en profite pour faire autre chose ou est-ce qu'on se dit autant en profiter pour augmenter son chiffre d'affaires et autres? Et qu'est-ce qu'on fait de la facturation et jusqu'où on place le curseur là-dessus? Parce qu'il y a des choses qui nous prenaient plus de temps avant, on prenne moins. Est-ce qu'on continue à facturer sur le prix du marché? Lequel de nous tous va faire baisser les prix pour ça et obliger tout le monde à être plus concurrentiel? On verra, parce que ça va être une réalité aussi, comme dans tous les métiers. Donc le curseur là-dessus, c'est un peu difficile. Où je suis content, c'est que je sais pas du tout où on va. Mais j'ai pris le train en marche. Et je pense que celui qui se pose la question, il faudrait au moins qu'il regarde l'horaire du train pour savoir à quel moment il faut le prendre. Parce que ça va évoluer. On a vécu plusieurs changements significatifs dans nos métiers. Moi, j'ai commencé l'apprentissage en 2003. Et on sortait gentiment des tables à dessin et puis on est passé à l'informatique. Et il y a une génération de patrons comme ça qui n'a pas pris le tournant de l'informatique, mais il s'est retrouvé les bras croisés à avoir un dessinateur qui devait opérer sur cet outil-là. Et voilà, c'était déjà un coup d'une personne. Et je trouve que l'IA, les outils que ça nous offre, c'est encore un changement plus significatif que ça. Ça va être monstrueux. Est-ce que tu penses qu'il y a dans la profession des bureaux, des personnes qui sont vraiment réticentes par rapport à ça, par rapport à l'IA, aux technologies, par rapport peut-être un peu plus spécifique par rapport au mon métier d'architecte qui dit que, en gros, je suis quelqu'un qui est créatif, je fais de la création, donc jamais une IA pourrait être autant créative ou autre. Et on voit qu'il y a des choses qui arrivent assez fortement. Et est-ce que tu vois un peu cette chose-là des personnes qui disent « Moi, je suis un peu au-dessus de ces technologies autres parce que je suis créatif ou autre. » Et puis, certaines choses pourront jamais remplacer. Du coup, je mets ça un peu de côté parce que j'ai un métier, pas comme par exemple comptable ou autre, où c'est vraiment des calculs, des chiffres, où on se dit, OK, il y a une possibilité de faire l'automation complète. Là, la création, on a l'impression que c'est que purement humain, que jamais certains outils ou autres pourront faire des concepts assez rapides de maisons standards, sortis peut-être en 5 minutes.
Comment tu vois un peu Alors, s'il y a des gens réticents à ça, certainement, je les croise pas tellement parce que très souvent ils sont dans leur bureau, puis c'est pas eux que je vais croiser à des conférences ou à des événements là-dessus. Donc, les gens que je croise sont plutôt souvent généralement enthousiastes à ça. Parfois réticents par rapport à la peur de je connais pas, je sais pas. Oui, mais si, comment l'entretien, comment ça se passe si ça crache, comment ça se passe si on a des backups, on a plein de choses. Puis l'expérience récente nous a montré que même des logiciels de comptabilité pouvaient planter avant Noël et pas pouvoir sortir des salaires. Donc on est aussi dépendant d'une entreprise pour laquelle on paye des services annuellement. Le risque, il est de toute façon partout. Est-ce que des personnes sont réticentes? Certainement. Maintenant, la deuxième partie de la question qui est pour le fait qu'on va être remplacé par ça, c'était ça? Remplacé, peut-être pas forcément, mais peut-être l'architecte, il sera peut-être un autre... aura d'autres tâches à faire. Enfin, c'est plus en mode j'orchestre un peu les agents qui va faire de la création de maisons par rapport je vais faire du prompt. Oui, pardon, pour la création. Il y a moins ce côté de je prends, alors même s'ils font plus ça, un crayon, un papier, puis je commence à créer. Il y a cette partie-là il y a que l'humain qui peut purement sortir de zéro en fait une idée. Et comment tu vois ça? Est-ce que tu auras une partie où tu auras que des villas d'exception? Là, ça sera vraiment l'humain purement qui va commencer à dessiner, projeter, et puis tu auras les villas très standards où ça sera 3 clics, j'exagère un peu, mais 3 clics. La maison, elle sort, puis le client peut même dire « Ok, moi, j'ai une pièce en plus », et puis il fait son... Je pense qu'il y aura les deux. Et encore une fois, c'est un outil. Puis comme tous les outils qui sont arrivés dans le métier, ou comme tous les nouveaux matériaux qui sont arrivés dans le métier, ça a à chaque fois généré des possibilités différentes. Est-ce qu'on verra une génération d'architecture on verra une évolution par rapport à l'IA grâce à cet outil-là? Je me réjouis de le voir et d'avoir le recul dans quelques années. Quand l'informatique est arrivée, ça a permis à des bureaux de faire des formes incroyables qui étaient difficiles à projeter avant et à concevoir, parce que s'il fallait 200 personnes pour produire les coupes à la main pour le faire, c'était compliqué. Alors que si on pouvait générer ça avec l'informatique, ça devenait relativement simple. Je pense qu'incontestablement, l'IA va s'intégrer dans ce processus créatif-là. J'ai pas encore trop exploré la partie où on dit écoute, génère-moi une maison de ce type ou de ces choses-là. J'imagine que certains le font. Et du coup, j'ai pas une vision globale de ce que ça donne en tant qu'outil maintenant. Ouais. Mais inévitablement, on va tester ces outils. Enfin, c'est certain. Est-ce que ça va segmenter ceux qui travaillent avec ça et qui vont faire un immeuble standard, une villa standard, produire un peu des choses moins créatives, qui ne sont pas toujours demandées, cela dit. On peut nous demander aussi de faire des projets qui ne sont pas révolutionnaires. On nous demande simplement, il faut des logements bien finis, et puis pas de chichi là-dessus. On ne nous demande pas toujours une villa de maître, on ne nous demande pas toujours un philharmonique, et puis ça, c'est sûr. Donc peut-être que ça va un peu segmenter le métier là-dessus. Je pense surtout que c'est un outil qui va s'intégrer, et puis que chacun va l'utiliser différemment. Et je me réjouis de voir ce que ça génère. Là, on a encore des rouleaux de calque sur nos bureaux. Ouais, c'est pas pour cette partie-là. Ouais, en fait, ça arrive. C'est vrai. Après, c'est vrai qu'on voit aussi, par exemple, Team Foo, lui, il fait aussi, souvent avec de l'IA, souvent des projets complètement fous. Vraiment des choses où, comme tu dis, que certains logiciels, c'est quasi pas possible à faire, où la création, elle va tellement plus loin, en fait. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi augmenter, en fait, toutes les capacités de projet ou autres en termes d'idées. De créativité, ouais. De créativité. Ouais, je pense que oui, on en a qu'au début, et je pense qu'il y en a qui vont explorer ça. Alors, est-ce que ces projets vont se concrétiser sous cette forme, ou est-ce qu'ils vont rester utopie architecturale, théorique, et puis de faire des magnifiques rendus? On verra. Mais du coup, est-ce que la formation derrière doit suivre des nouveaux architectes? Parce qu'en fait, les formations prennent du temps à se révolutionner. Par contre, les technologies, ça va tellement vite. Est-ce que tu penses qu'il y aura un gap de j'ai fini ma formation, je suis architecte ou autre, je suis ingénieur, j'arrive sur le marché, j'arrive dans un bureau, puis en fait, tout ce que j'ai appris, c'est déjà passé en fait, en termes de présentation, de comment je travaille, les outils. Est-ce que tu penses qu'il y aura déjà ça, ou est-ce que ça s'intègre déjà assez bien, assez rapidement en fait, par rapport aux générations? J'espère que les écoles vont suivre, parce que c'est un champ d'exploration fabuleux, les écoles où on n'a pas de contraintes financières, les projets restent généralement théoriques, et puis une bonne partie des universités servent aussi à faire avancer la recherche là-dedans. Donc j'espère que dans les cursus de formation, ils les utilisent. Je ne me suis pas penché sur la question.
Et ceux que j'ai engagés avant que l'IA débarque en force. Donc, je me réjouis d'en discuter avec ceux qui sortiront d'études bientôt. Mais c'est une bonne question. Est-ce que la formation va suivre? J'espère. Puis est-ce qu'il y aura une évolution, même dans le métier d'architecte? Est-ce que quand tu as commencé, puis voilà, il y a quelques années, et puis les prochaines générations vont commencer, est-ce que tu penses qu'il y aura une vraie différence en termes de travail? Est-ce que, en fait, oui. le travail va rester le même. Par contre, les outils changent. Et ne pas être à la page de ces outils, c'est compliqué. Encore une fois, si je veux faire une infographie pour un projet rendu, je peux mettre quelqu'un dessus et puis le mettre en 3 jours. Et puis, il va faire une variante magnifique qu'on va peut-être pas retenir. Ou je peux mettre l'IA 5 minutes dessus, me demander 4 variantes, puis commencer à orienter la solution qu'on va envisager. Et c'est cette réactivité-là, c'est un outil qui vient, qui s'intègre. Si on ne le maîtrise pas, alors on sera moins productif que les autres. Puis à la fin, le but du jeu, c'est quand même d'être aussi concurrentiel et d'avancer. Il y a une partie créative, oui, on n'est pas tous Zahadid, on ne vient pas tous nous chercher pour des formes extraordinaires et des concepts incroyables. On vient aussi nous chercher pour qu'on soit rapide, performant. Et puis ça, je pense que ça va changer une bonne partie du métier là-dessus. Peut-être pas la partie la plus spectaculaire, mais la partie la plus technique qu'il y a derrière. Et là, je pense qu'encore une fois, celui qui l'utilise va être plus performant, plus productif. Celui qui ne l'utilise pas, soit aura un statut d'excellence, de création, on ira le chercher pour ça. Et soit il ira louper le train. Mais c'est assez rigolo, on voit même des bureaux maintenant qui dessinent intégralement à la main. Ils sont revenus au fait de faire juste des esquisses. Il y a un bureau en France qui fait ça, où ils font que des esquisses, ils reçoivent les gens, ils esquissent ce qu'ils font, ils font une sorte d'aquarelle, etc. Et ils se sont affranchis complètement de l'informatique. C'est ça. Est-ce qu'eux garderont un côté atypique, et c'est peut-être ça qu'on ira chercher, versus le promoteur qui aimerait faire 6 villas sur une parcelle, qui veut densifier ça, et puis qui aimerait faire une opération financière. Il n'a pas besoin, lui, d'avoir quelqu'un il n'a pas besoin de Zahadid, quoi. C'est ça. Mais après, aussi par rapport au coût. Voilà, s'il y a des bureaux qui utilisent beaucoup d'outils, ils sont peut-être moins nombreux parce qu'ils sont plus performants. Je pense en termes d'honoraires ou autres, là, est-ce qu'il y a des écarts qui vont commencer à se creuser de plus en plus? Parce que oui. Il y en a qui vont se dire, la nouvelle génération, ok, là, je crée un bureau, on est 2, mais on fait un travail de 5, par exemple. Donc, on a plus de projets, donc les honoraires ou autres, on peut vraiment les descendre bas. Est-ce qu'il y a aussi ce côté-là de ah ouais, mince J'en suis convaincu, bien sûr. Les gens, ils viennent chercher le prix, celui qui peut. Et non seulement il y a ça, et puis il y a des enjeux de réactivité, de productivité, des loyers qui rentrent pas, ça a un coût aussi. Si le projet qu'un bureau va mettre 6 mois à développer peut se développer en 2 mois parce que l'équipe, les outils rendent l'événement plus performant, et on a gagné 4 mois de temps de procédure. Vivement que les autorités s'y mettent aussi, on leur le souhaite. Là, l'inertie est différente. Ouais, justement, c'est ça. On voit aussi une différence entre les autorités qui sont quand même encore, ça dépend des cantons, mais qui sont plus ou moins à la page. Donc, on voit que Genève, Vaud, c'est complètement différent. Les mises à l'enquête ou autres. Des fois, on peut déposer une maquette BIM. Des fois, il faut scanner des PDF. Aussi, cette différence-là on a un workflow complet de travail, puis on arrive à la mise en enquête ou autre, où là, ça vient casser un peu aussi ce workflow, ce temps, ça prend du temps. Enfin, comment est-ce que tu vois une évolution là-dessus? Malheureusement, dans certains cantons, je vois pas d'évolution. Je veux pas citer le canton de Vaud parce qu'on y est. Non, mais on a encore on a des années-lumière de ce qu'on peut faire actuellement. J'espère qu'ils travaillent là-dessus. On voit des cantons qui sont en avance, qui s'excusent presque de pas être encore plus performants. Et puis, on a des cantons où il y a une inertie dingue, qui est monstrueuse, comme tu disais avant. On doit scanner des documents pour leur envoyer une version conforme en PDF. On doit saisir des données. Donc, concrètement, on va vérifier des données sur une base de données qui existe, sur des géodatas qui existent, qui sont officiels. On va les introduire 1 ou 2 fois dans le même formulaire parce qu'il ne faudrait pas que ça se copie tout seul. Et derrière, ils vont aller revérifier la même base de données que nous pour revérifier ce qu'on a mis. Et puis, en fait, on est tous en train de vérifier la même base de données. Pourquoi on n'a pas juste accès à ça en direct? Certains cantons commencent à le faire, ils mettent évidemment des disclaimers pour dire « c'est à vous de vérifier les informations ». Mais au moins, l'information, elle est suivie. Et c'est à vous de vérifier l'information, je pense que ça va être un sujet énorme. On parle de comptabilité avant, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir signer quelque chose pour des entreprises sans qu'un comptable signe le document. Je ne suis pas sûr qu'on pourra déposer un projet à l'enquête
sans qu'un architecte signe. Je ne suis pas sûr que la médecine va s'affranchir du médecin qui a la décision finale. Par contre, on sait qu'ils utilisent énormément l'IA et que dans certains domaines, elle est plus performante qu'eux. Simplement, la vérification, après, elle est faite par l'humain et puis c'est lui qui la signe. La signature de comment, de l'engagement que ça donne pour l'architecture, pour la comptabilité, pour la médecine, je pense que ça va perdurer un moment. Par contre, encore une fois, l'outil change complètement. Et si on peut produire un bâtiment avec l'IA, et puis qu'on peut en produire, si on est à l'extrême, et puis que c'est tout automatisé, que ça nous sort les plans, les coupes, les façades, la 3D, les détails, et puis qu'on peut aller là-dedans, on va peut-être encore signer quand même ce qui s'y passe. Ouais, c'est toujours la responsabilité. Quand même, l'outil, je pense que la responsabilité va disparaître en dernier. Et puis si tu devais recréer un nouveau bureau d'architecture, en gros, tu es nouveau sur le marché, tu arrives, comment tu ferais? Est-ce que ça serait totalement différent par rapport à ce que tu ferais? Ça serait quoi un peu un nouveau architecte arrive sur le marché et se dit ok, je vais créer mon bureau d'architecture. Tu aurais des conseils ou autres de dire ok, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se dire pour accéder plus vite au marché, est-ce qu'il y a plus de rentabilité? Ça serait quoi? Est-ce que faire tout automatiser ou bien dire non, attends, faut commencer une base, ton réseau, c'est quoi un peu les apprendre la pratiques partie peut-être la plus difficile du métier, c'est-à-dire trouver du travail. Et puis ça, l'IA, il n'y a pas encore. Il y a différentes plateformes qui génèrent aussi des trucs où ils vont aller explorer et réseauter avec d'autres bouts de plateformes qui débarquent. Je teste ça pour rire ces temps, c'est assez bluffant, assez rigolo. Mais je miserai pas tout là-dessus. Je continuerai à aller faire du réseautage, je continuerai à aller rencontrer des partenaires et je continuerai à faire un site internet qui soit bien référencé sur les moteurs de recherche traditionnels et sur l'IA maintenant, parce que voilà, il faut se faire connaître dans les domaines dans lesquels on est. On a la chance d'avoir pas mal d'acquisitions maintenant. Enfin, je dis la chance, on a travaillé là-dessus pour ça. Et on a mis en place ces réseaux-là. Donc, on peut être très bon architecte, on peut être très bon dans son domaine. Le premier truc, c'est qu'il faut qu'on nous connaisse. Et là, l'IA, pour l'instant, n'y peut pas grand-chose. Si ce n'est créer les outils, peut-être, effectivement, être performant là-dessus. Mais ouais, je foncerai pas. Alors, il y a peut-être un créneau à prendre dans quelque chose d'hyper automatisé, d'hyper spécifique, si c'est la question, mais j'irai déjà chercher l'acquisition des clients. Après, on peut optimiser les processus. C'est ce qui est un peu le plus dur. Quand on commence, au final, on a beau avoir les meilleurs outils du monde, toutes les IA, si on n'a pas de clients, on ne fera pas de projet, on ne va rien rentrer. Donc, est-ce que toi, tu as ou tu as une vision, une stratégie pour le futur ou maintenant de se dire... Est-ce qu'on peut mettre en place des outils d'acquisition plus automatisés? Est-ce que là-dessus tu travailles ou bien toi tu es plutôt sur le côté encore, comme tu dis, réseautage, bouche à oreille, choses comme ça? C'est quoi un peu par rapport à la phase initiale d'avoir un client? Comment ça se passe actuellement? Est-ce que tu as une projection là-dessus? On explore encore une fois une solution principalement là-dessus. Pour l'instant, comme je disais, le site internet est bien référencé sur ces solutions-là et ça, on continue à essayer de garder quelque chose de performant là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous amène des clients et surtout c'est ce qui nous amène des clients dans les domaines qui nous intéressent. Et ça, c'est quand même fabuleux de pouvoir essayer de travailler dans les sujets qui nous intéressent. Si on a ce luxe-là, c'est un peu notre vision pour l'avenir, c'est de continuer à travailler dans ces niches qu'on aime et puis à apprendre un peu moins d'éléments qui nous font tourner, mais qui sont pas forcément les plus sexy comme architecte. C'est une réalité dans tous les métiers, hein, évidemment. Maintenant, pour la partie d'acquisition et pour les domaines, on n'utilise pas... Enfin, il y aurait plein de pistes pour aller explorer ça. Je teste certains outils pour automatiser des phases initiales des projets où justement il faut qu'on puisse être réactif sur ces phases initiales et puis où on puisse automatiser ça pour passer le moins de temps possible si le projet ne se fait pas en réalité. Donc dans ces phases-là, il faut être performant et rapide. Et on n'a pas le droit à l'erreur sur ces phases-là, parce qu'encore une fois, c'est des phases qui sont critiques. Si on m'appelle le vendredi, salut Vincent, il faut me dire si je pose 2 millions sur la table lundi ou pas pour cette parcelle, situation que j'ai déjà vécue quelques fois. Et si on arrive à être rapide et efficace là-dessus, c'est chouette. Ça nous enlève des risques et des erreurs possibles. Et là, on est en train effectivement d'explorer des outils pour... automatiser ces phases initiales. On n'est pas vraiment dans l'acquisition, mais dans la performance des premiers contacts. Ouais. Et ça, on explore le fait.
l'exploration là-dessus. Par contre, j'ai pas mis un agent IA qui va aller contacter des partenaires, qui va aller explorer certains, je sais pas, un bot Instagram qui me génère des projets sexy qu'on n'aurait pas fait. Enfin, tout est faisable. Ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que l'information qu'on donne, la pertinence de l'information, elle va être énormément remise en question parce que je peux générer un site d'architecte qui n'existe pas. Il faut que je fasse l'exercice derrière de mettre Claude Code pour refaire un peu notre site légèrement modifié avec des projets bidons. Ce serait rigolo de voir ce qui sort. Et on peut se créer une image crédible avec un bureau qui n'existe pas. Puis ça va être génial et effrayant à la fois. C'est que d'un côté, on ne sait plus à qui on a affaire, et puis de l'autre côté, on va devoir trouver une solution pour montrer qu'on est crédible. Alors, nous, c'est assez simple. On va rencontrer les gens puis ils comprennent assez vite si on sait de quoi on parle ou pas. Quand on va visiter un bien, on n'a pas encore l'IA qui analyse la fissure dans le mur en moellon de 1850. Mais ça va venir peut-être. Et puis, est-ce qu'au final, le client, lui, il gagne aussi quelque chose dans cette partie IA, automation ou autre par rapport au suivi? Est-ce que lui, il a aussi une espèce d'interface avec l'architecte? Parce que des fois, souvent, il y a beaucoup d'échanges de « Ah oui, quelle couleur pour ça? C'est quoi la matérialité? Est-ce qu'on peut changer ?» Est-ce qu'il y aura aussi ce côté-là de meilleure, on dirait, collaboration entre le client et le bureau d'architecte? Pas encore, mais on en reparle dans quelques semaines. C'est dans ma wish list de ce que j'aimerais développer ensuite. C'est qu'on a déjà toute la base de données derrière. J'ai fait cet outil de maîtrise, de choix de matériaux, tout ça de notre côté. Mais je vais faire une interface client pour ces choix-là. Moi, quand on disait, on fait un bâtiment, il y a des fenêtres, il y a des stores, il y a des moustiquaires. Bêtement, ce point-là, c'est une liste qu'il faut valider. Est-ce qu'on met un store? Est-ce qu'on met une moustiquaire? Est-ce que le store est motorisé ou pas? C'est un sujet tout bête, mais qui fait souvent 28 téléphones et 36 mails. Si on peut avoir notre liste qui est en dynamique, et puis que le client puisse aller valider, et puis qu'on ait une traçabilité du fait qu'il ait validé ça, lui aura gagné du temps, nous on aura gagné du temps, et puis surtout on gagnera vraiment en clarté. Donc très clairement, oui, il y a des interfaces en tout cas de chez nous qui vont se faire. Un peu un dashboard client. Enfin, il voit un peu le suivi de... Exact. Il peut valider des choses, voir le suivi financier, je sais pas. Et surtout, il a une vision de ce qui va se passer. Très souvent, on arrive dans notre métier devant un architecte, on ne sait pas déjà comment ça se passe. Bonjour, j'ai jamais travaillé avec un architecte, comment ça se passe. Donc, on a déjà un bon côté didactique pour expliquer comment on fonctionne. Et puis, effectivement, le propriétaire a des choses à faire. Et si on arrive à lier les deux, c'est fabuleux. Nous, dans nos suivis, dans nos listes de suivi, on a toutes nos étapes à nous, les unes à côté des autres. Puis dans la liste d'à côté, il y a la liste de ce que le client doit valider. Ça, il y aura bientôt accès parce que du coup, il se dit ok, je dois faire mon choix de cuisine avant telle date parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'après, il faut que l'électricien, le sanitaire puissent avoir leur plan technique pour qu'on puisse être dans les délais. Et quand c'est automatique, c'est plus simple, quoi. Puis surtout, ils prennent cette liste quand ils veulent. Ils cliquent, ils la renvoient, on reçoit une notification qu'on a et puis après, on en discute. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mis de moustiquaire dans cette fenêtre? C'est quand même bizarre. Ok, non, c'est bon, on la revalide. Et puis derrière, on peut transmettre ça et puis faire des listes de commandes. C'est ça très clairement, meilleure clarté par rapport au client et par rapport à l'architecte, comme ça, c'est vrai que... Là, on parle de suivi. Après, j'imagine que les boîtes, il y a ces grosses boîtes qui font 1000 maisons par année en préfabriqué et qui les installent partout. J'irais bien visiter, voir où ils en sont. Et ce serait un sujet intéressant à creuser aussi, de savoir comment eux l'utilisent. On est déjà capable, avec nos clients, de leur mettre des lunettes sur la tête et de voir la maison en 3D, pendant que nous, on est en train de modifier la cuisine, s'ils veulent voir une variante ou une autre. On peut le faire comme ça, on peut le faire sur un écran, on peut le faire sur pas mal de choses. On utilise déjà ces éléments-là. Par contre, il n'y a pas d'IA là-dedans. Pas encore de notre côté. Et si en quelques clics, maintenant, on va pouvoir générer des choses sur des processus complets, ça va être intéressant à voir. On n'est pas du tout dans ce créneau-là. On a une architecture plus mandat d'architecte traditionnel. On ne va pas reproduire des maisons ou automatiser le processus de fabrication des maisons. Et ceux qui font ça, je pense qu'ils sont en train de sauter là-dessus. Je leur le souhaite en tout cas. Effectivement, Et puis du coup, le métier, tu le vois... dans 20 ans, tu le vois comment? Est-ce que ça sera genre 3 personnes qui peuvent faire beaucoup de projets, puis c'est vraiment les gens qui gèrent des agents qui disent ok, maintenant on a reçu une demande client, je vais juste aller le voir, hop, directement à la discussion, on va là, ça fait une offre complète, ça fait une étude de faisabilité. Enfin, il y a ce côté de plus orchestrer,
quelqu'un qui orchestre un peu l'architecture, mais sans forcément faire des clics avec la souris. Je sais pas. Je vois plus dans 20 mois que dans 20 ans, ça. Parce que la vitesse où ça va, c'est vraiment bluffant. Et des choses qu'on n'imaginait pas possibles qui sont possibles maintenant. 20 ans, c'est vache, parce que c'est long. Par contre, je pense que même à plus court terme, oui, ces outils-là vont se généraliser. Alors peut-être que des entreprises vont créer des outils qui vont le faire rapidement et puis qui vont pouvoir générer ça. Peut-être que les gens eux-mêmes vont générer leurs propres outils. Et ça, on verra. On en est aux prémices et puis on a un côté explorateur là-dessus où nous, on explore ça. Et puis peut-être que dans 6 mois, j'utiliserai plus du tout la plateforme que j'ai fait ou ce sera plus du tout la même. Ça, c'est possible. Je pense que nos problématiques sont pas toutes prêtes de changer non plus. On a toujours un terrain, on a toujours des clients, on a toujours un cahier des charges. Puis à la fin, il y a toujours toujours des gens qui doivent réaliser le travail. Ils viennent d'imprimer un quartier de son logement avec des imprimantes 3D aux États-Unis. Quand on dit non, le maçon n'est pas prêt de disparaître, en fait, il y a des gens qui explorent ce côté-là quand même. Donc, soyons prudents. Mais je pense que ça va évoluer assez vite là-dessus parce que tout ce qui est redondant et long, logiquement, en termes de business, ça doit disparaître. Ça n'enlèvera pas pour moi, pour revenir à la question d'avant, la créativité là-dessus, parce qu'on aura peut-être plus de temps pour se plonger là-dessus. Et ça va peut-être être intéressant à ce niveau-là. Mais je pense que oui, ça va évoluer de manière drastique. Est-ce qu'on aura besoin de plus ou moins de monde, ça je ne sais pas. Quand on voit les process, quand on voit toutes les choses qu'on a à respecter, les complications dans notre monde très normé, que ce soit pour la construction ou pour tout, c'est une phase à prendre en compte aussi. Et puis le fait d'avoir ces processus, d'avoir cette traçabilité, d'avoir ces éléments-là devient de plus en plus importante aussi. On est tous en train de faire des mails pour dire bonjour, on a eu ce téléphone et on a pris bonne note que vous avez fait ça. Maintenant, s'il y a des échanges qui sont un peu plus standardisés pour ça, ça va être bénéfique pour tout le monde, je pense. Donc oui, ça, je pense que ça va évoluer, mais je ne vois pas dans 20 ans, j'y vois plus vite. Maintenant, pour répondre à la question, dans 20 ans, où on en sera? Alors, la question est-ce que l'architecte ne sera pas juste l'interface humaine entre le client et puis au final la partie IA et Est-ce qu'il y aura encore un architecte? Ah ouais, ça c'est encore un... Parce que le jour où tu peux prompter sur une plateforme, j'aimerais une villa 160 mètres carrés et puis voici ma parcelle, vient foutre l'architecte là-dedans. 1 heure après, voici 4 variantes. Ok, j'aime bien celle-ci. Pourquoi ça n'apparaîtrait pas? Ouais, alors c'est ça qui peut faire peur ou pas, quoi. Après, je pense que c'est bien seulement d'être dans le coup, de suivre l'évolution de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'est pas possible encore aujourd'hui, mais peut-être demain. Donc, d'explorer un peu ces outils. Est-ce que toi, tu as un suivi particulier? Tu suis comment un peu tout ça? Je suis comme je peux en termes d'outils, et puis j'ai la chance d'être dans une coopérative IA pour les entreprises aussi, pour les PME qui viennent naître dans notre secteur ici. Et du coup, cette coopérative IA nous permet aussi d'avoir une vision terrain et un peu de veille technique par rapport à ce monde qui évolue énormément. Ça offre aussi d'autres solutions parce que ça nous permet aussi d'avoir des gens qui viennent du légal, des gens qui viennent des finances, de plein de champs de domaines où on nage tous quand on n'y connaît rien. Et puis le fait d'être dans ce genre de réseau-là, dans ce genre de coopérative-là, apporte énormément pour ce côté veille technologique. Et puis veille des outils qui débarquent, parce qu'il y a un outil qui sort toutes les heures, quoi. Avant... alors les gros outils, c'est ok, ça sort, ChatGPT, Claude. Si on prend les outils de génération d'images, d'architecture en ligne, que j'utilise pas encore ou pas suffisamment, il y en a... toutes les semaines, il y en a un nouveau qui sort, quoi. Du coup, tu essaies quand même de tester tout ça, ou bien c'est vraiment... Il y a un problème, quel outil peut résoudre ce problème? C'est quoi un peu la logique? Si j'ai le temps, si je trouve le temps d'explorer, je fonce dessus et je teste. Sinon, je réponds aux problématiques que j'ai et puis, je fais une petite veille active là-dessus. Je me suis généré une newsletter qui est une personne qui reçoit, c'est moi-même, qui fait une veille IA active pour les métiers d'architecte. Tous les lundis matins à 6h, je reçois un mail qui m'annonce un peu les nouveautés du segment avec des thématiques qui tournent. Donc voilà, l'IA m'a aidé à veiller sur l'IA. Ok. encore une chose. Voilà. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, je te remercie. Et puis peut-être qu'on se reverra peut-être dans 6 mois, 1 année. Puis peut-être ça sera totalement différent le discours. On verra. Peut-être tu seras même plus là. Avec grand plaisir. Peut-être que c'est mon site internet qui génère à votre maison. Voilà, qui va à notre place. On verra ça. On verra bien. Pendant ce temps, on travaille. Je te remercie. On va suivre ça de près. Merci infiniment. On va voir comment le métier évolue, mais ça s'annonce plein de choses assez intéressantes en tout cas.
Merci beaucoup. Bonne journée. Merci de l'accueil.